Analyse factorielle des correspondances. Hop. Donc, on a vu juste avant que la CP était restreinte à des données quantitatives, c'est-à-dire des vecteurs de RP. Or, on peut avoir des cas qui sont un peu différents, en l'occurrence des données qualitatives. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des données qualitatives pour, euh, pour analyser ces données? Pour ça, on peut faire une analyse factorielle des correspondances. Donc, pareil que pour l'aspect, on va voir d'abord la théorie derrière l'analyse factorielle des correspondances. On va voir la- les cas pratiques, comment faire en pratique. Et enfin, un exemple sur le taux d'emploi au Canada. Hop. Du coup, l'analyse factorielle des correspondances, ou AFC, c'est une méthode d'analyse exploratoire dans le même genre que l'ACP, qui permet de représenter graphiquement des relations entre les modalités de deux variables qualitatives. Donc, bien attention, euh, ça marche quand on a deux variables qualitatives. Quand on en a plus, on verra la semaine prochaine comment on fait. Donc, notre objectif, qui est le même que l'ACP, trouver une représentation en faible dimension, tout en gardant le maximum d'informations possible. Voilà. Donc, lorsqu'on a des variables qualitatives, on va travailler avec ce qu'on appelle des tableaux de contingence. Donc, le tableau de contingence, c'est un tableau généralement qu'on appelle K, où chaque entrée, ça correspond au nombre de personnes qui ont la classe I et la catégorie G. Donc, vous pouvez imaginer votre tableau comme étant, hop, donc là, on a donc 1 à N, ici 1 à P, et ici on a KIJ. Donc, on a vraiment dans notre tableau de contingence un nombre de personnes, généralement ça va être avec des personnes, un nombre d'objets qui ont, qui ont la classe I et la catégorie J. Pardon. Donc, pareil, si on s'intéresse à des personnes, couleur de cheveux, couleur d'yeux, ben, on va avoir nos différentes classes brun, blanc, roux, etc. Nos différentes catégories bleu, vert, marron. Et on va compter le nombre de personnes avec ces différentes caractéristiques. Voilà, donc c'est notre objet de base. Une fois qu'on a notre tableau de contingence, généralement, ce qu'on cherche à calculer, c'est le tableau des fréquences relatives. Donc, tout simplement, euh, notre tableau de fréquences relatives, ça va être notre tableau de contingence divisé par notre nombre total d'observations. Hop. Donc, K point point, c'est égal à la somme sur I à la somme sur J des KIJ. Donc, vraiment le nombre total d'observations. Dans le, la théorie de l'AFC, généralement, on va noter avec des points nos, nos, nos éléments. Et généralement, quand il y a un point, ça veut dire qu'on fait la somme suivant les lignes ou suivant les colonnes. Voilà, donc, et quand il y a deux points, on fait la somme sur les lignes et la somme sur les colonnes. Donc ici, comme avant, hop, on a notre tableau 1N, 1P, et ici on a FIJ qui est égal à KIJ sur K point point. Voilà, hop. Quelques notations, donc comme je vous disais, généralement on va noter avec un point la somme sur sur les lignes, sur les colonnes. Donc si je vous refais le tableau,
Donc ici, on a toujours un N, ici, on a toujours un P, on a F, I, J ici. Hop. Et donc, la somme sur les lignes, ça va être ici. Donc là, on a F1 point jusqu'à Fn point. Et en bas, on a hop, F.1 jusqu'à F.P. Voilà, et donc la somme totale qui est ici, c'est F point, F point point, qui est la somme sur les lignes, euh, bah, la somme sur les lignes, la somme sur les colonnes de F, I, J. Et donc, comme c'est des fréquences relatives, la somme est égale à, et la somme est égale à 1. Donc, tout simplement, vos données sont normalisées. Hop, donc un exemple de ce à quoi ça pourrait euh, redonner. Du coup, c'est les données que j'ai récupérées de vos différents majeurs et d'où vous venez à- avant, avant d'être à l'université Laval, bah, ou en tout cas avant d'être dans ce cours. C'est des données que moi je peux récupérer via mon portail. Donc, il y a 0,08% d'entre vous qui sont en actuariat et qui étaient au collège avant de etc., etc. Donc voilà à quoi ça peut ressembler un tableau pour lequel on va faire une analyse factorielle des correspondances. Ok, du coup, l'idée principale de notre analyse, c'est celle-ci. On voudrait savoir si nos deux variables considérées, donc quand je prends ici, c'est vos domaines d'études et l'endroit d'où vous venez, bah, l'école d'où vous venez, donc collège, université, Laval, une autre ou en dehors du Québec, sont indépendantes. Et donc, si ces variables sont indépendantes, on est censé avoir à peu près que notre FIJ, donc notre fréquence relative pour la catégorie I et la classe J, c'est à peu près le produit entre euh, nos FI point et F point J. Tout simplement que ça voudrait dire que tout le monde est à peu près bien réparti dans chacun des cas. Donc cette statistique, ce produit est lié au test du Ki2. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le test du Ki2 dans un de vos précédents cours de stats, mais il peut s'écrire comme ceci. Et donc, notre test du Ki2 nous dit que si notre statistique T est proche de 0, ben on va avoir indépendance de nos variables. Donc, Fij égale F.I, non, pardon, Fi point multiplié par F.J. Et si notre T est grand dans un certain sens, il va y avoir une dépendance. Et donc, c'est un cas qui va être intéressant pour nous parce que ça va vouloir dire que nos deux variables sont liées et que du coup, on peut en tirer de l'information. Voilà pour donc, le test. Donc, je, euh, je l'ai écrit avec les cas, donc avec le nombre d'observations, mais je pense qu'on peut aussi le réécrire avec les F, avec les fréquences, sans trop de problème. Voilà, donc maintenant on peut s'intéresser donc à ce qu'on avait appelé les profils lignes et les profils colonnes. Donc ça va être là comment nos modalités
sont répartis dans nos lignes et dans nos colonnes, donc dans nos deux variables. Donc tout simplement, on définit notre profil ligne comme étant notre notre fréquence pour chacune des modalités de nos classes, donc qui va de 1 à P. Donc on a P classes, divisé par la, euh, par FI point. Donc notre somme sur notre non, pardon, notre somme sur notre colonne. Voilà. Donc, sans surprise, on fait la même chose pour le profil de colonne. Et donc, si nos variables sont indépendantes, on est censé avoir à peu près la même chose pour toutes les composantes de nos profils lignes et de nos profils colonnes. Voilà, je précise que les profils sont des distributions conditionnelles. Donc, c'est une distribution conditionnelle par rapport pour le profil ligne par rapport à la colonne et pour le profil colonne par rapport à la ligne. Voilà, et du coup, s'il y a indépendance, la condition par rapport à devient en gros inutile. Donc on n'obtient pas d'informations en plus, euh, sachant qu'on soit dans une certaine ligne pour une certaine colonne, et inversement, qu'on soit dans une certaine colonne pour chacune des lignes. C'est ce que je vous racontais juste là. Notre profil ligne, le profil ligne moyen, du coup, qui est juste, juste la somme sur I de nos fréquences. Le profil colonne moyen, c'est la somme sur les colonnes de nos fréquences. Donc si on a indépendance, tous nos profils, donc tous les profils qui sont définis ici, les LI et les CJ, sont à peu près égaux au profil moyen. Donc, tout simplement, comme c'est des probas conditionnels, le fait d'avoir de l'information sur nos colonnes n'influe pas sur l'information qu'on tire des lignes et inversement. Voilà, du coup, le test du Kido qu'on a vu au départ, euh, qui nous permet de dire s'il y a indépendance entre nos lignes et nos colonnes, on peut les réécrire en termes avec les profils lignes et les profils colonnes. Et donc là, on se ramène à une distance du Kido. Donc la distance du Ki2, donc c'est en gros, c'est une distance euclidienne pondérée par de bonnes quantités, tout simplement. Euh, Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la distance du Ki2? Parce que on a quelque chose qui va suivre si nos quantités sont distribuées de façon normale, donc, nos FIJ et ici F'J sont distribués de façon normale, et bien la distance est distribuée comme étant une qui donc je vous rappelle, une distribution de qui c'est une somme de lois normales au carré. Voilà, donc on peut calculer nos distances d'équilibre. Du coup, là, normalement, vous êtes censé venir voir la, la chose. Notre analyse de factoriel des correspondances, ça va être une ACP avec une distance particulière, en l'occurrence la distance du Ki2, sur un tableau particulier, en l'occurrence le tableau des fréquences relatives. Voilà, donc pour que ce soit un peu plus sympa, on peut écrire tout ça de façon matricielle. Hop, tac. Donc,
les matrices diagonales des lignes. Donc, tac, dn. Donc, ça va être f1.fn point 0, 0. Et pareil pour un dp. f.p. Voilà. Et comme ça, c'est censé représenter les poids que l'on avait juste avant, donc les poids qui sont ici, 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 on va vouloir prendre cette matrice, bah, la matrice inverse de ces matrices diagonales. Voilà, on réécrit la distance du qui de façon matricielle. Là, il n'y a rien de particulier, par que l'on voit d'autant plus que c'est une distance euclidienne pondérée par le poids des lignes et le poids des colonnes. Voilà, du coup, on arrive vraiment au point vraiment commun avec la CP, donc qu'on appelle l'analyse directe, donc l'analyse des profils lignes. Donc on va chercher à maximiser la variance projetée des profils lignes. Donc c'est équivalent à maximiser nos Y sous contrainte qu'on ait que la norme de nos alpha soit égale à 1 pour la CP. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec ce problème d'optimisation qui a l'air bien plus compliqué que pour la CP, alors que c'est pas le cas. Il suffit juste de voir où est le sigma, où est le U. Donc, hop. euh, U, donc, tac. Donc, ici, cette matrice, donc la matrice F transposé dn-1 fdp-1, ça va correspondre au sigma de la CP. Donc ça, c'est pas mettre égal, mais correspond au sigma de la CP. Et du coup, de même, notre contrainte qui est ici, donc la contrainte, ça correspond à la contrainte que la norme de nos alpha soit égale à 1. Donc ici, on rajoute juste un certain poids sur, sur notre vecteur U. Mais l'idée de la contrainte est la même, c'est pour pas avoir une variance qui explose. Voilà, donc il faut vraiment vous mettre dans l'idée que c'est le même principe que pour la CP, sauf que la matrice sur laquelle on va faire la diagonalisation n'est pas la même. Voilà, du coup, je vous refais pas la démonstration parce que vraiment, elle est identique à précédemment. La solution du problème de maximisation, ce sont les vecteurs propres de la matrice S, donc, qui est, comme je vous l'ai dit, F transposé dn-1, F dp-1. Du coup, vraiment, cette matrice S, la matrice S qui est ici, et qui c'est vraiment le sigma de la CP. Et tout fonctionne de la même façon. Voilà, et du coup, évidemment, notre premier axe factoriel,
ça va être donné par le vecteur propre de la matrice S associé à la valeur propre de la matrice S, bah, de la première, du premier vecteur propre associé à la première valeur propre. Et donc, les axes factoriels suivants seront les axes, seront les vecteurs propres, le reste des vecteurs propres de la matrice S associés au reste des valeurs propres de la matrice S. Ok, du coup, vraiment l'idée, on fait une ACP avec une matrice particulière. Soit on s'intéresse plutôt à, au profil colonne. Bah, profil colonne, exactement la même chose que pour les lignes, sauf que cette fois, on va avoir une sorte de transposition de la matrice S notre décomposition en vecteur propre, valeur propre. Donc cette fois, on prend plutôt la matrice T qui est donc F dp puissance moins 1, F transposé dm puissance moins 1. Mais toujours l'idée, c'est une ACP avec une matrice sigma particulière. Voilà, du coup, pareil. Le premier axe factoriel est donné par le premier vecteur propre de la matrice T associé à la première valeur propre de la matrice T. Et les axes factoriels suivants se déduisent suivant les différentes valeurs propres et vecteurs propres de la matrice T. Voilà. Donc, une propriété intéressante et importante, c'est que les matrices S et les matrices S et T, pardon, ont les mêmes valeurs propres positives. Et donc ça montre l'effet de représentation duale de vos espaces. C'est-à-dire qu'on peut regarder, dans le cadre de l'AFC, on peut regarder notre espace suivant nos lignes, donc dans le sens de nos lignes. Donc chacun quand on regarde vis-à-vis de nos lignes, chacun de nos axes est donné par nos colonnes et on regarde les coordonnées des lignes dans nos colonnes. Mais on peut faire le sens inverse. On peut regarder par rapport à nos colonnes. Et donc dans ce cas-là, chacun de nos axes représentera nos lignes et on s'intéressera aux coordonnées de nos colonnes dans les axes de nos lignes. Eh bien, si vous faites que vous fassiez l'une ou l'autre, eh bien en fait, vous allez regarder la même chose. Et c'est donné donc, par cette propriété, donc que vous vous intéressiez à la matrice S ou à la matrice T, vous allez obtenir les mêmes valeurs propres. Et donc, vous pouvez passer des vecteurs propres de la matrice S au vecteur propre de la matrice T. Et inversement. Donc vraiment, que vous fassiez le problème dans un sens ou dans un autre, vous allez avoir les mêmes résultats. Voilà, du coup, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous avez les mêmes valeurs propres, les mêmes valeurs propres pour les deux matrices, lambda k égale mu k, pour tous les cas, faut qu'il soit inférieur ou non à la dimension de données. Voilà. Et vous pouvez calculer vous avez une relation entre les différents vecteurs propres. Donc, le vecteur propre de la matrice S, donc le UK, est égal à une combinaison linéaire des vecteurs propres même plus que ça, à une combinaison linéaire des composantes du vecteur propre de TVK. Et inversement, pour, euh, pour le, pour le vecteur propre VK, qui est une combinaison linéaire des composantes du vecteur propre de S, UK. Donc, ça- ce- cette propriété, ça garantit une représentation cohérente dans le même espace réduit. Et donc, c'est même cette relation est aussi vraie dans le cadre de l'ACP. Je l'ai pas mentionné précédemment, mais vous pouvez, euh, si vous prenez la bonne matrice T en l'occurrence pour l'ACP,
Donc, vous avez une certaine relation entre votre matrice de variance-covariance sigma et votre matrice T, qui est une matrice qui va représenter vos variables dans l'espace de vos observations. Et même être plus précis que ça, la matrice T pour la CP, c'est la matrice de Gram, donc on appelle la matrice de Gram, c'est la matrice des produits scalaires entre vos observations. Voilà. Si vous ne retenez pas la partie duale pour la CP, c'est pas très important, mais retenez-la pour l'analyse factorielle des correspondances. Voilà, du coup, vraiment la partie, si vous oubliez à quoi correspond l'AFC, vraiment voir ça comme une ACP, voire une double ACP. Une ACP pour les profils lignes dans RP et une ACP des profils colonnes dans Rn. Donc l'ACP des profils lignes dans RP, ça serait une ACP sur vos variables, et l'ACP des profils colonnes dans Rn, ça serait une ACP sur vos observations. Voilà, et du coup, il faut bien sûr avoir une distance qui est adaptée à chaque espace. Et donc, dans le cas de l'AFC, on prend la distance du qui2. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non? Ok. Là, comme pour l'ACP, on peut calculer les coordonnées de nos profils lignes ou de nos profils colonnes sur l'axe K. L'ACP, pour l'ACP, on appelait ça nos Y. Ici, on va plutôt appeler ça phi et pi. Et du coup, ça revient au même. Projection de nos données sur les différents axes. Et donc, la projection de nos données peut s'écrire sous les formes qui sont écrites dans le slide. Voilà. Et donc, parce que on a un moyen de passer de UK à VK, on va aussi avoir un moyen de passer de nos représentations de nos profils lignes à la représentation de nos profils colonnes. Donc, là, on peut passer des coordonnées des profils lignes aux coordonnées des profils colonnes sans avoir besoin de calculer les deux décompositions spectrales. Voilà, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, si vous en avez une, vous avez l'autre. Hmm. Ok. Hmm. Pourquoi est-ce que j'ai ça là? Bref, du coup, comment est-ce que ces éléments vont se représenter dans vos différents axes? La convention, c'est que la représentation est centrée dans la plupart des logiciels. Et par logiciel, je veux surtout dire R. J'avoue, j'ai fait très peu d'AFC dans ma vie, donc et je les ai surtout fait en R. Donc je sais qu'ils sont centrés en R. Ah. Et du coup, le centre de gravité, ça correspond au profil ligne et au profil colonne moyen de votre tableau de fréquence. Donc voilà, je sais pas si je peux le représenter. Donc, de base, vous pouvez imaginer que c'est comme ça. Donc vous avez 0, 0. Donc le point 0, 0, il est là. Et vous avez des données qui sont qui sont sous forme de nuages un peu comme ça. Tac. Et donc le centre de gravité, il va être
au milieu de votre nuage de points. Voilà. Et du coup, faut faire attention à ça. Dans la représentation logicielle, le centre de gravité, il est mis au point 0,0. Et donc, pour faire ça, ce qui est faisable, ce que vous pouvez faire, c'est que vous soustrayez les profils moyens dans votre tableau de fréquence relative. Euh, voilà, du coup, j'en reviens. Comment est-ce qu'on fait l'AFC sur une matrice centrée? Vous centrez tout et ça va revenir au même. En gros, vous faites tous les calculs précédents, donc vous remplacez la matrice S par la matrice S étoile qui correspond au profil ligne et colonne centrée. Euh, ok, donc maintenant on a fait notre AFC. On a notre nouvelle représentation de notre jeu de données dans nos nouveaux axes factoriels. Donc ça va nous faire un certain nuage de points. Et l'inertie de ce nuage de points, c'est-à-dire comment le, le nuage est dispersé suivant les différents axes, euh, peut se calculer comme la trace de notre matrice S étoile. Donc vraiment, il faut voir l'inertie comme une mesure de la dispersion de notre nuage de points. Voilà, donc cette inertie, ça correspond à la stat du T2 qu'on a vu tout au début, normalisée par les profils profils. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de comment comment sont dispersés vos points dans vos axes factoriels. Euh, euh, ok, du coup, euh, lorsque vous représentez vos profils colonnes sur vos axes factoriels, les deux quantités ne va pas être va y avoir une relation entre les deux. C'est pas mis de façon. Elles sont pas mises n'importe comment. Donc, ici, les formules, c'est les formules de passage d'une représentation à une autre. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les coordonnées, donc les coordonnées de phi KI, donc I étant la phi KI, pardon, étant la IM composante de phi K, s'écrit comme une combinaison linéaire de psi kj, donc des j composantes de psi k. Et du coup, ça implique que les profils seront variantes des profils colonnes. Donc, tout simplement, chaque profil s'écrit comme combinaison linéaire des profils colonnes. Et inversement, chaque profil colonne s'écrit comme combinaison linéaire des profils. Et donc, chaque profil ligne est au barycentre. Chaque profil colonne, pardon, est au barycentre des profils. Voilà, donc c'est toujours cette idée que qu'on regarde notre nuage de points d'un côté ou d'un autre, donc par rapport au profil ligne ou par rapport au profil colonne, on retombe sur les mêmes choses. Euh, donc voilà, donc la propriété fondamentale de la c'est ce que je viens de dire. Vous pouvez regarder
vos données suivant les profils lignes ou suivant les profils colonnes et euh, vous allez obtenir la même chose. Et donc, ça permet une interprétation conjointe des modalités des deux variables, donc de nos variables quantitatives, dans le même graphique. Donc, c'est exactement le biplot de, euh, de l'ACP. Lorsqu'on plotte nos observations et nos variables, ben, on va pouvoir faire la même chose en AFC. Euh, voilà, passage rapide sur comment est-ce qu'on interprète une AFC. Donc si dans le plan dans le plan factoriel, il y a une proximité géométrique de deux points, alors les profils seront similaires. De même que la CP, les axes factoriels, ça va être les directions de variance maximale. Voilà, contribution des modalités. Tout est vraiment pareil que pour la CP. Donc, contribution des modalités, c'est l'importance de chacune des modalités dans la construction de l'axe. Qualité de représentation, c'est à quel point nos différentes modalités sont bien représentées dans chacun des axes factoriels. Voilà. Et donc, c'est juste qu'on a un vocabulaire un petit peu différent pour l'AFC, donc c'est ce qu'on appelle aussi proportion de l'inertie. Et donc, ça va être à quel point nos données, nos modalités sont bien représentées dans chacun des axes. Et donc, la proportion de variabilité euh, pour chacune de nos modalités dans chacun des axes. Ok, maintenant, on s'intéresse au jeu de données suivant. Donc, je suis allé voir sur StatCan les taux d'emploi de chacune des provinces du Québec. Donc, pour chacune des provinces, je connais le nombre de personnes en milliers, si je ne dis pas de bêtises, qui ont un emploi à plein temps, un emploi à temps partiel et qui sont sans emploi. Du coup, là, vous avez vos deux modalités. Première modalité, la province. Deuxième modalité, est-ce qu'ils sont en emploi. Et du coup, là, c'est votre tableau K. Hop. C'est votre tableau K où vous avez le nombre de personnes qui sont typiquement, euh, hop, ici, le nombre de personnes qui sont en emploi à plein temps au Québec, c'est de probablement 3 762 600 personnes environ. Voilà, donc vous avez ça pour tout le monde. Du coup, ce que vous voudriez savoir ici, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la province et le fait d'avoir un emploi à plein temps, à temps partiel, ou de ne pas être employé. Ok, bon, le code ressemble à ça. Bref, euh, dimensions, enfin, nos valeurs propres. Euh, du coup, on voit que la première composante de la première dimension, notre premier axe factoriel, a un pourcentage de variance expliqué de à peu près 70%. Du coup, on a envie de se dire que on peut résumer le tableau qu'on avait juste avant avec un seul axe factoriel. Euh, Même si, pour l'exemple, on va prendre les deux. Voilà, du coup, euh, vous avez vos valeurs propres ici, le pourcentage de variance et le pourcentage cumulé de la variance. Donc, c'est vraiment les mêmes idées que pour la CP. Voilà. Euh, le seul truc, faites attention que pour l'AFC, on n'a pas forcément des valeurs propres supérieures à 1. Alors que dans l'ACP, on en aura
toujours au moins une supérieure à 1. Ok, représentation pour, les vecteurs, les profils lignes, pardon. Donc, bon, ça s'interprète pareil que pour l'ACP. Donc, c'est la projection de vos profils lignes dans vos axes factoriels. Du coup, là, vous allez avoir envie de dire que le Newfoundland and Labrador est un peu particulier. C'est celui, si vous ne voyez pas bien, c'est celui qui est ici. Donc, c'est celui qui va avoir la plus grande valeur pour la première dimension. Voilà, et donc vous avez aussi le fait que euh, PEI et le New Brunswick, ils sont ensemble, du coup ils vont avoir des caractéristiques similaires. Et pareil pour Québec, la Colombie-Britannique et Saskatchewan. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter ces graphiques. Les modalités qui vont se retrouver ensemble dans ce plan-là vont avoir tendance à avoir des comportements similaires, en l'occurrence là pour leur taux d'emploi. Hop, donc contribution à la première composante. Je disais, c'est vraiment la même, c'est encore la même que pour la CP. Plus une modalité va contribuer fortement à la composante, euh, plus elle va avoir tendance à construire cette composante. Et donc, c'est pas forcément lié au nombre de personnes totales qu'il y a dans chacune des provinces dans ce cas-là, parce que Québec et l'Ontario sont deux grosses provinces, mais Newfoundland et le Labrador, il n'y a pas grand monde. Or, ça contribue fortement à la dimension 1. Pardon, il y a une faute, contribution à la deuxième composante. Le deuxième composante vient quasiment, euh, il vient essentiellement en tout cas du New. Donc, je vous rappelle, la ligne rouge ici, ça serait la contribution nominale si toutes les provinces contribuaient de la même façon à l'axe factoriel. On aurait à toutes les barres de notre graphique qui seraient de à peu près 10%. Euh, voilà pour cette partie. Et normalement, on finit par le plot, plot, qui, va ce qui permet de mettre en relation les modalités de nos deux variables quantitatives. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Bien, malheureusement pour eux, le taux de personnes sans travail a l'air d'être élevé au Newfoundland and Labrador. Lorsque on est à peu près au centre du graphique, donc on peut mettre à peu près ça ici, bah, on va avoir le, le taux de plein emploi, non, pas de plein emploi, pardon, le taux de travail à temps plein le plus important. En tout cas, c'est les provinces dont le taux d'emploi à temps plein sera euh, contributeur aux accès factoriels. Et donc pour ici, on aura plutôt les parties taux, travail à temps partiel, pardon. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, le New Brunswick et Prince Edward Island
sont un peu, particuliers, euh, dans le sens où ils doivent être, doit y avoir très peu de part-time job dans ces deux provinces. Ils vont avoir une tendance à avoir un certain taux de sans-emploi et une légère tendance si on a un emploi, c'est un emploi à temps plein. Parce que c'est dans le même sens euh, que le full-time, que le full-time. Voilà. Du coup, sinon, on peut aussi dire que le premier axe factoriel va avoir tendance à vraiment discriminer, peut-être pas le bon terme, discriminer dans un terme statistique les personnes sans emploi. C'est vraiment horrible ce que je viens de dire, mais le, vraiment prendre en compte le fait qu'il y a un taux de personnes sans emploi bien plus important dans la province Newfoundland que dans les autres. Donc l'axe factoriel numéro un va correspondre à ça. Et donc forcément de l'autre côté de l'axe factoriel, on va avoir les personnes à temps plein ou à temps partiel. Et l'axe factoriel 2 va, dans une moindre mesure, mettre les personnes, bah, va discriminer entre les personnes à temps partiel et les personnes. Les provinces dont le taux de personnes à temps partiel est différent des provinces dont les personnes travaillent à temps plein. Voilà, c'était dur. Euh, ok. Vous avez des questions sur ça? Ouais. Euh, parce que bah, déjà, de toute façon, on aurait pu. La vérité, c'est on peut toujours faire ce qu'on veut. On fait le choix de ne pas faire une ACP dans ce cas-là parce que on veut se rapprocher au plus près de ce que les données représentent. Du coup, ce qu'on ce qu'on généralement, c'est ce qu'on cherche à faire en statistique ou en modélisation, on va dire, c'est essayer de mettre le modèle qui est le plus proche possible du type de données qu'on a. Donc ici, comme on a deux données quantitatives, on va plutôt se tourner vers une méthode qui a été faite pour des données quantitatives, tout simplement. Peut-être que si j'essaierai de lancer le même code sur l'ACP. Donc, tu peux le faire, ça sera peut-être intéressant pour voir si on trouve des données, bah, des résultats différents. Mais le truc, c'est que euh, la matrice de covariance que tu vas utiliser en ACP, je pense pas qu'elle ait de réelle signification dans ton cadre ici. Dans le sens où tu vas t'intéresser qu'à une seule partie de ton jeu de données, si je dis pas de bêtises. En gros, dans le cadre de l'AFC, tu cherches. Ouais, si, tu cherches. Ouais, j'avoue que j'ai pas de très bonnes réponses à te donner dans ce cadre-là. Euh, je vais y réfléchir et si je trouve une meilleure réponse à te donner, je te la donnerai. Pardon. D'autres questions qui, qui concernent ça? Non? Hop. Du coup, je vais conclure rapidement. Donc, l'AFC est un outil qui permet d'explorer les relations entre variables qualitatives, précisément entre deux variables qualitatives. Donc, ça permet, comme l'ACP, de visualiser des structures
qui peuvent sembler complexes dans des dimensions plus grandes, mais on peut les représenter en deux dimensions ou en trois dimensions. Ça permet d'identifier des associations entre nos modalités de nos deux variables qualitatives. Et ça permet d'interpréter conjointement les lignes et les colonnes de notre tableau de fréquence. Voilà, une prochaine étape de notre partie réduction de dimension. Qu'est-ce qu'on fait si on a plus que deux variables qualitatives?